Aujourd'hui, on va voir mon top 3 des ETF actions à détenir absolument dans son PEA. Si vous avez zéro de ces ETF, si vous avez aucun de ces ETF, je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout, elle pourra vraiment vous aider. Si vous avez au moins un de ces ETF, franchement c'est nickel. Et donc on va voir tout ensemble, que ce soit les caractéristiques en termes de frais, en termes de performance, en termes de diversification, etc. etc. Donc les trois ETF se ressemblent énormément. Et je pense d'ailleurs que vous les connaissez, ceux qui les connaissent pas vraiment, regardez cette vidéo jusqu'au bout, et de toute façon en plus c'est dans le PEA, donc dans le PEA pour avoir l'avantage fiscal, donc c'est génial, et puis on va voir tout ça ensemble, donc c'est parti. Le premier ETF c'est celui de chez iShares, donc le MSCI World, ils en ont sorti un justement en avril de cette année, en avril 2024, pour concurrencer celui qu'il y avait sur Amundi. Amundi, il me semble que donc ils avaient des frais, la différence elle fait vraiment au niveau des frais, celui de chez iShares, donc la marque de BlackRock, iShares c'est la grosse marque de BlackRock, ils ont vraiment ils sont beaucoup plus compétitifs en termes de frais. Et ce qui fait que ça rend ça rend l'ETF beaucoup plus intéressant. Alors au niveau des actifs sous gestion, depuis avril 2024, ils ont quand même réussi à avoir plus de 285 millions d'actifs sous gestion, donc c'est vraiment énorme. Et aussi, donc au niveau des frais, on est à 0,25% par an. Pour ce qui est de l'ancien qui était sur Amundi, on est à 0,38. Donc là, voilà, on gratte quelques pourcents au niveau des frais, donc c'est toujours mieux. Ensuite, au niveau du niveau de la réplication, on est sur une réplication synthétique. On est sur un actif un ETF qui est capitalisant, donc c'est-à-dire que les dividendes des entreprises vont être directement réinvestis dans l'ETF. Et ensuite, on a donc voilà, je vous ai donné l'ISIN et le ticker. Au niveau de la diversification, donc c'est un MSCI World classique, donc on est sur vraiment une diversification sectorielle qui va être très diversifiée pour le coup, et une diversification géographique qui va être vraiment orientée au niveau des US. On va avoir d'autres pays développés. Alors il faut savoir que le MSCI World c'est à peu près, je crois que c'est 23 pays développés, 22 ou 23, je crois que c'est 23 pays développés. Donc on a notamment les US qui représentent 70% de l'ETF. Ensuite on a le Japon, on a les UK. Donc le Royaume-Uni, on a le Canada, la France, etc., etc. Et on a donc 70% de présence quand même aux US parce que c'est là où finalement il y a toutes les grosses capitalisations. Et donc voilà, au niveau de la diversification sectorielle, bon, on est sur tous les secteurs. Évidemment qu'on va être plus pondéré sur le secteur technologique comme vous pouvez le voir parce que c'est là où on a notamment les grosses capitalisations US qui performent énormément ces derniers temps. Et donc on a aussi beaucoup de financières, la santé, l'industrie, etc., etc. Par contre, on n'est pas beaucoup présent, très peu présent sur le secteur de l'énergie et des matériaux, qui sont des secteurs qui sont extrêmement sous-pondérés en ce moment, alors que c'est vraiment nécessaire d'avoir ces secteurs-là en portefeuille. Et ensuite, on a donc, pour ce qui est des caractéristiques au niveau des market cap, on a donc, on est à peu près sur 68 trillions de market cap total, donc de capitalisation boursière, donc 68 000 milliards, ce qui est vraiment énorme. À savoir que je crois que la capitalisation totale dans le monde, c'est, alors je crois qu'on a peut-être 130 trillions, donc on doit avoir vraiment, on a plus de 50% du marché mondial en actions, donc ce qui est vraiment énorme, sur 1400 entreprises, donc vous êtes exposé à 1400 entreprises, donc là, encore une fois, c'est génial. Et aussi, au niveau de la diversification, on a le top 10 des entreprises sur les 1400 qui représentent quand même 24% de l'indice, et ça c'est dû au fait que l'indice est pondéré, comme tous les indices qu'on va voir, comme tous les ETF qu'on va voir, ils sont pondérés par capitalisation, donc c'est-à-dire que c'est les plus gros qui vont effectivement avoir le plus de pondération dans l'ETF. Et donc là, on se retrouve avec les grosses pondérations, notamment Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, bref, toutes les grosses tech américaines qui représentent 23,98, donc quasiment 24%, donc un quart en fait de l'indice. Donc c'est vraiment énorme. Mais d'un autre côté, on a une diversification qui est vraiment certaine, et la performance de toute façon elle est vraiment géniale. Donc ça c'est le iShares du MSCI World, donc de chez BlackRock. Il n'y a pas mieux aujourd'hui comme ETF, en tout cas selon moi. Après, vous pouvez aller voir celui de Amundi, franchement, je crois qu'ils ont plus, la seule différence, c'est qu'ils ont beaucoup plus d'actifs sous gestion, et aussi la réplication, elle est quasiment, elle est la même, la réplication c'est en synthétique, étant donné qu'on est dans le PEA, la réplication, dans tous les cas, dans les 3 cas, elle va être synthétique. Et il me semble que c'est juste au niveau des frais, donc qui vont être plus élevés côté Amundi, et au niveau des actifs sous gestion, étant donné qu'ils sont là depuis beaucoup plus longtemps, je crois qu'ils sont là depuis plus de 10 ans, quelque chose comme ça, on va avoir beaucoup plus d'actifs sous gestion. Mais bon, là on a réussi, BlackRock a réussi à avoir quasiment 300 millions d'actifs sous gestion en quasi 6 mois, même en plus de 6 mois, donc ce qui est quand même énorme. Et à mon avis, ça va continuer à aller à la hausse, parce que c'est un actif, c'est un ETF qui est beaucoup plus compétitif en termes de frais, etc., etc. Au niveau des performances, là aussi on est vraiment très bien, on voit vraiment, donc là c'est la fiche du MSCI, directement de l'indice MSCI World, donc on voit qu'on est depuis 1987 sur des performances de 8,54
par an, donc ce qui donne à peu près en termes réels aux alentours de 6% par an, quelque chose comme ça. Donc là, on est sur 8,5%, ce qui est vraiment très bien, sachant que là, depuis 1987, on compte la crise des années 2000, donc la bulle technologique. On compte aussi justement la crise des subprimes, le crack Covid, etc. C'est d'où l'importance d'avoir des horizons de temps qui sont vraiment longs pour mesurer la performance de l'indice. Là, en l'occurrence, on voit que du coup, la courbe elle est juste sur à peu près 15 ans, mais au niveau de la performance, elle est mesurée ici depuis 1987. Donc on voit qu'on est vraiment sur une très belle performance, et notamment quand on compare ça aux pays émergents ici, donc les pays émergents, et aussi le ACWI. Donc le ACWI, qu'est-ce que c'est? C'est le All Country World Index, il me semble. Donc en gros, ça va compter le MSCI World plus les pays émergents. Donc ça va être un MSCI World plus le MSCI Emerging Market. Et là, on voit donc que le MSCI ACWI, forcément, il est moins performant que le World parce que on a les Emerging Markets dedans, et les marchés émergents sont beaucoup moins intéressants. En termes d'ETF, en tout cas, moi je trouve que le MSCI Emerging Market, il est pas très intéressant. C'est plus intéressant, si vous voulez aller sur les marchés émergents, selon moi, c'est beaucoup plus intéressant de faire du stock picking, d'aller chercher des actions qui sont vraiment des pépites, mais de manière générale, en termes d'ETF, il y a énormément d'actions cotées. Il me semble que rien qu'en Chine, on est sur, je crois, quasi le même nombre d'actions cotées qu'aux US, et on a beaucoup d'actions qui sont vraiment, qui servent à rien, qui créent aucune valeur, qui sont pas ouf. Donc vraiment, pour aller sur les marchés émergents, je vous encourage à aller faire du stock picking, mais bon, là, c'est vraiment un autre dada, on va dire, et c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, on voit que le MSCI World, il est beaucoup plus performant que le Emerging Market et que le ACWI. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la suite. Alors juste avant, c'est vrai que tous ces ETF, ils sont bien sûr disponibles dans n'importe quel PEA. Vous pouvez les retrouver notamment sur le PEA de Fortuneo, sur le PEA de Boursorama, sur le PEA aussi de Bourse Direct. C'est souvent les trois qui reviennent parce que c'est vraiment les moins chers. On a aussi, je crois, alors Shares, il n'est pas encore sorti le PEA, mais il va bientôt sortir. Et on a aussi très récemment Interactive Broker qui a sorti son PEA. Donc si vous n'avez pas encore PEA, vous pouvez directement l'ouvrir chez eux. Et il me semble qu'il faut déjà avoir un CTO pour pouvoir ouvrir un PEA. Alors je suis pas sûr de ça, mais en tout cas ils en ont sorti un. Donc je vous conseille d'aller vraiment vous pencher là-dessus parce qu'il est vraiment très intéressant. Interactive Broker est vraiment très intéressant de manière générale comme courtier. Et donc voilà, donc maintenant nous on passe à la suite. Le deuxième ETF, ça va être donc le S&P 500. Évidemment, on le retrouve partout celui-là. C'est celui de chez BNP, donc le ESE. Donc c'est le ESE, le ticker, qui est voilà, le ESE.PA. L'ISIN, il est juste ici aussi. Et en gros, cet ETF là, il est vraiment très intéressant. Selon moi, si quelqu'un doit avoir un ETF qui doit conserver pour ses 20, 25, 30 prochaines années sans vraiment s'en occuper, c'est bien cet ETF là, qui est vraiment très diversifié. On est présent bien sûr que aux US, on va voir ça maintenant. On est présent principalement que aux US parce que du coup le S&P 500, cet indice là, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Alors pas forcément plus grosses, mais parce que voilà, il y a des entreprises qui sont plus grosses mais qui sont pas dedans, mais en tout cas c'est de manière générale c'est les plus grosses entreprises, on va dire, et on est vraiment pondéré sur tous les secteurs là aussi. Alors évidemment qu'on va avoir plus de présence sur le secteur technologique, à peu près 31%, je vais mettre en plus gros pour que vous voyez, voilà 31% parce que c'est là où on a les grosses tech qui sont très pondérantes, qui sont été très performantes ces dernières années et qui représentent les plus grosses capitalisations aujourd'hui, les financières après, la santé, la consommation discrétionnaire, la communication, l'industrie, la consommation de base, l'énergie, utilities, etc., etc. Donc vraiment tous les secteurs. On voit par contre on a une sous-pondération notamment du secteur real estate, donc du secteur immobilier qui est pourtant très très intéressant aussi. On a aussi le secteur des matériaux qui est très sous-pondéré, le secteur des utilities et de l'énergie aussi, alors que ce sont vraiment des secteurs qui sont très intéressants. Mais d'un autre côté, c'est vraiment, même si on a une sous-pondération de ces secteurs-là sur 20, 25, 30 ans, et c'est ce que disait Warren Buffett, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous achetez un ETF, enfin un fonds qui réplique le S&P 500 et donc un ETF qui réplique un S&P 500 parce que c'est vraiment, on va dire, une sûreté pour protéger votre capital à long terme, en tout cas vraiment sur une durée qui est supérieure à 10, 15, 20 ans. Et aussi pour le faire croître, tout simplement, parce que vous avez une rentabilité en moyenne, le S&P 500 c'est 9,5, 10% par an brut d'inflation, net d'inflation, on est aux alentours de 7, 8% par an, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment très intéressant aussi. Et donc diversification sectorielle, on a vu, diversification géographique, évidemment on n'en a pas, on est seulement aux US, mais il faut savoir qu'après les US, ils vendent partout dans le monde. Il me semble que, alors ça je l'avais mis dans une vidéo, je crois que les US, on a 30%, à peu près 25-30% des ventes des entreprises qui sont aux US, du S&P 500, qui sont faites à l'extérieur des US. Donc on voit qu'on a quand même une diversification en termes de ventes. Beaucoup de ventes se font à l'extérieur des US, dans le monde entier. Donc ça aussi c'est très intéressant. Et ensuite on a donc la market cap totale, on est à peu près sur 50 trillions. Donc voilà, donc là le MSCI World on était aux alentours de 68 trillions, là on est à 50 trillions, donc c'est là qu'on voit vraiment
pondération qui est énorme, notamment aux US. Donc la pondération mondiale est aux alentours de 120, quelque chose comme ça, 120, 130. Donc là, on est quasiment, même 120, je crois, hein. Et en plus là, il me semble qu'on est plus aux alentours des 60, je dirais, ou 55, je sais plus quand est-ce qu'il date cette data, enfin cette donnée là, mais je crois qu'on est à peu près sur, enfin les US c'est à peu près 50% du marché mondial en action aujourd'hui, donc c'est vraiment énorme en fait. Et on a aujourd'hui, enfin en fait le truc c'est que le S&P 500, ça va juste être un MSCI World qui va être beaucoup plus concentré aux US. En fait, c'est simplement ça. C'est pour ça que les ETF, les 3 ETF, ils se ressemblent énormément. On va avoir le 3e ETF qui est encore plus concentré juste après. Mais là, on a un top 10 des entreprises qui représente 34,9% de toutes les entreprises. Et je sais même pas si on a le top 10 là, 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'en fait là, il y a Alphabet qui a la classe A et la classe C, donc en gros ça représente une seule et même entreprise, c'est juste qu'il y a les deux actions en fait, donc voilà, donc en tout cas on est sur à peu près 35%, donc plus du quart, hein, quasiment même plus du tiers, à peu près un tiers qui représente le top 10 des entreprises, donc on est vraiment très très concentré. C'est pour ça que pour le coup quand vous analysez, on va dire quand vous investissez quand même dans ce S&P 500 là, il faut quand même être conscient et pourquoi pas avoir des convictions justement sur ce genre d'entreprise. Parce que demain si elle se chute, enfin si elle se ramasse une grosse tare dans la figure, ça va être compliqué de tenir, mais dans tous les cas sur le très long terme il y a aucun souci par rapport à ça. Et donc voilà. Donc ensuite par rapport aux performances, alors je vais directement aller sur le site, je pense de JustETF. Donc voilà, donc là je suis directement sur JustETF. Donc en gros on a la performance depuis 2014, depuis 2013, voilà, et on voit qu'on a une performance qui est vraiment exceptionnelle. Alors c'est dommage qu'on n'a pas une performance qui est plus grande de l'ETF. Il me semble que l'ETF existe depuis 2011 ou 2009, je sais plus exactement, quelque chose comme ça. Donc on voit qu'on a une performance qui est vraiment exceptionnelle, qui est beaucoup plus grande, en fait que le MSCI World, parce que je rappelle que le MSCI World c'est une grosse partie des US, et aussi on a d'autres pays développés qui représentent à peu près un quart de l'indice, mais on a en fait, faut savoir que les États-Unis surperforment la plupart des autres pays développés, ce qui fait que si on est seulement concentré aux US, on va avoir une meilleure performance globale. Donc c'est pour ça qu'on a le S&P 500 qui bat le MSCI World, et donc on a à peu près un total return, il me semble, aux alentours de 15% par an depuis 2013. Donc étant donné qu'on on regarde sur un cycle qui est assez, qui est pas très long là pour le coup, on est sur un cycle qui est depuis 2012, 2013, donc c'est pas, ça pourrait être entre 10 et 15 ans, donc c'est pas énorme. Mais par contre sur le long terme, on voit que le S&P 500 il fait aux alentours de 9 à 10% par an brut d'inflation. Donc voilà, donc là on voit que c'est vraiment une très belle performance. Et si vous voulez ajouter cet ETF là en portefeuille, en tout cas c'est vraiment le meilleur aujourd'hui. Ils avaient avant, en fait, pour vous dire, ils avaient des frais de 0,15% par an. Ils ont baissé à 0,12 pour devenir le plus compétitif en termes d'actifs sous gestion. Ils sont aussi à 3 milliards, donc c'est énorme. Il y a vraiment aucun souci par rapport à ça. La réplication, elle est synthétique aussi parce que parce que c'est un ETF PEA, tout simplement. La réplication, elle est aussi, c'est un ETF capitalisant, donc on réinvestit les dividendes à l'intérieur pour vraiment profiter de l'effet cumulé au maximum. Et donc voilà pour tout ça. Et puis maintenant, on va passer au 3e ETF. Et donc pour ce 3e ETF, on est sur un Nasdaq 100 qui va être encore donc celui de chez Amundi, donc le Amundi PEA Nasdaq 100. Il est encore beaucoup plus concentré que le S&P 500, qui est lui-même plus concentré que le MSCI World. Donc en fait, plus on arrive à la fin, plus on concentre le portefeuille. Donc c'est parfait pour les personnes qui ont qui ont une tolérance à la volatilité qui est très élevée, parce qu'en fait les entreprises tech, ce sont les entreprises qui tirent vers le haut, notamment le S&P 500 en tout cas ces dernières années, qui tirent vers le haut également le MSCI World. Donc pour celles qui veulent vraiment se concentrer sur ce secteur, à savoir qu'on n'a pas que ce secteur, on a à peu près 50% dans le secteur technologique, après on a aussi d'autres entreprises. Allez directement sur le Nasdaq, on est sur 100 entreprises, comme le dit le nom du Nasdaq 100, au contraire du S&P 500, on est sur 500 entreprises, et le MSCI World, on est plus aux alentours de 1400 entreprises. Donc là, on est beaucoup plus concentré. Et ensuite, donc au niveau des frais, donc on est à 0,30% par an. À savoir que là, c'est celui de chez Amundi. Pour l'instant, on n'a pas BlackRock qui est venu concurrencer Amundi sur ce terrain-là. Donc peut-être qu'ils sortiront à surveiller pour ces prochains mois, ces prochaines années. Mais peut-être que ces années futures, ils sortiront un S&P 500 PEA et aussi un Nasdaq 100 PEA. Donc à surveiller. En tout cas, là, on est sur des frais qui sont vraiment plutôt normaux, de 0,30% par an. Ensuite, au niveau de l'actif sous gestion, on est à 506 millions, donc là aussi c'est pas de problème de liquidité, c'est vraiment, c'est ok, c'est largement ok. Ensuite, on est sur un actif, un ETF qui est capitalisant, excusez-moi. Donc les dividendes sont directement réinvestis. Ensuite, pour la réplication, on est sur de la réplication synthétique, étant donné qu'on est sur PEA. C'est vrai que j'ai pas expliqué ça, c'est quand même important. La réplication synthétique, c'est en fait une réplication qui va, ça veut dire qu'en gros,
l'ETF, le fonds de gestion ne possède pas directement les actions qu'il a dans l'ETF, qui est dans l'ETF. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas posséder directement les entreprises qui sont dans le Nasdaq, ou même dans le S&P 500 pour le S&P 500, ou même dans le MSCI World pour le MSCI World. Pourquoi? Parce que quand on est sur PEA, on n'a pas le droit de posséder des actions qui sont étrangères, hors Union Européenne, je crois. Hors Europe, donc ce qui fait qu'on n'a pas le droit logiquement de posséder des actions qui sont aux US, etc., etc. Et en fait, la réplication synthétique, elle fait que on va avoir un échange qui va être entre deux institutions financières. Donc par exemple, je sais pas, j'en sais rien, je dis au pif, mais par exemple, JP Morgan va avoir les actifs que pour le coup Amundi veut, et ensuite on va avoir Amundi qui va avoir des actifs que JP Morgan veut, et donc on va avoir un contrat de swap, ce qu'on appelle un contrat de swap, où les performances vont être échangées. Donc c'est à dire qu'on possède en fait les actions qui sont réellement possédées par Amundi, qui sont dans l'ETF, sont des actions européennes, donc qui correspondent bien, qui sont bien éligibles au PEA. Par contre, les performances qui vont être appliquées sont bien celles qui sont effectuées avec le contrat de swap, justement avec l'institution financière en question, qui est, bon là pour l'exemple JP Morgan, et qui va remplacer en fait les performances. Et donc cette performance-là, il me semble qu'elle est, je crois que c'est tous les jours en fait qu'elle est changée. Donc ce qui fait que le risque il est fortement amoindri, et ce qui fait que voilà, on a vraiment un risque qui est parfois même négatif. Il me semble que le risque parfois il est négatif tellement il y a pas de risque en fait aujourd'hui. Les institutions financières, elles font vraiment tout pour minimiser ce risque-là, ce risque finalement de contrepartie. Et donc voilà, donc c'est quand même important à savoir cette réplication synthétique. Et ensuite, on a donc j'ai mis l'ISIN juste ici, le ticker juste ici aussi. Il est aussi disponible sur tous les coursiers, notamment voilà Fortunéo, etc., etc. Et ensuite, on a donc, pour ce qui est des caractéristiques, on va avoir une diversification sectorielle qui va être extrêmement concentrée là aussi au niveau de la tech. Donc comme je l'ai dit, on va avoir 50% de tech, ensuite on va avoir les services de communication à 16%, la consommation cyclique à 13%. Vous voyez que rien que ces trois acteurs, on est sur quasiment, on est à 64, quasiment 80%, même 80% de l'indice. Donc c'est vraiment très très concentré, et pour le coup on va pas du tout être sur des secteurs comme l'énergie, l'immobilier encore moins, donc voilà. Ensuite pour la diversification géographique, là pour le coup on n'en a pas, étant donné qu'on est 100% aux US, donc 100% aux US, voilà. Et ensuite au niveau du top 10, là on est encore plus concentré comme on l'a vu, le top 10 des entreprises, et là encore là c'est le top 9, parce qu'en fait on voit qu'on a aussi Alphabet, on a les deux classes, donc les deux types d'actions, donc c'est à savoir que là c'est le top 9 des actions, et on est sur 51,6% de ces entreprises. Donc en fait, de l'indice pour ces 10 entreprises, pour ces 9 entreprises plutôt. Donc là pour le coup, quand vous achetez du Nasdaq, il faut quand même avoir des convictions sur le top 10, parce que si vous n'avez pas de conviction sur le top 10, là pour le coup ça sert à rien. Mais donc voilà. Ensuite, au niveau des performances, j'ai repris depuis la création du Nasdaq, qui a été créé dans les années 80, donc en 85, on est sur une performance de 14,8% par an, ce qui est énorme. Et on va voir juste après, finalement, à quoi ça sert de faire du stock picking si aujourd'hui, notamment, on a un Nasdaq qui performe sur le très long terme de presque 15% par an. Je vous donnerai mon point de vue justement à la fin. Mais globalement, voilà, on est à 14,8% par an depuis 1985, à comparer justement au S&P 500. À savoir que c'est en total return, donc ça veut dire que c'est vraiment dividende réinvesti. On est sur 11,5% par an, ce qui fait que on éclate totalement le S&P 500, alors que on prend en compte justement la bulle technologique des années 2000, etc. et toutes les crises. Et ensuite, on a donc le S&P 500 au niveau de la volatilité. On est beaucoup moins volatile du coup sur le S&P 500 que sur le Nasdaq. C'est pour ça qu'il faut vraiment, et notamment dans les années 2000, on voit qu'on avait une volatilité de plus de 60%, c'est vraiment n'importe quoi. Et à côté, on a les plus bas, donc c'est pour en fait... là pour le coup, si vous voulez avoir de la volatilité, mais que vous avez des convictions, allez sur le Nasdaq. Franchement, c'est beaucoup mieux. Mais d'un autre côté, si vous avez peur par rapport à votre volatilité, si vous n'êtes pas capable d'encaisser des grosses moins-values, rien qu'en 2022, je crois qu'on était à moins 35% de performance. Donc imaginez que vous avez, moi je dis toujours qu'il faut vraiment imaginer comme si vous aviez un gros patrimoine, parce que à terme en bourse, c'est ce que vous voulez investir pour créer vraiment de la richesse, créer un gros patrimoine. Il faut pas réfléchir avec 1000 euros investis, il faut plutôt réfléchir avec plutôt 100 000, 200 000 euros investis à terme. Et si vous avez par exemple 200 000 euros et que vous perdez moins 35% d'un coup, ça fait moins 70 000 euros d'un seul coup. Donc est-ce que vous êtes capable d'encaisser ces moins 70 000 euros? Et ça c'était pas vraiment, on va dire, quelque chose de gros, ce qu'on a vu en 2022, c'était un petit crack comme ça. C'était parce qu'on avait des valorisations suite post-Covid, etc., qui étaient énormes. Mais est-ce que vous êtes capable de réellement encaisser comme ce qu'on a eu sur la crise des subprimes, donc à moins 50%? Est-ce que vous êtes capable d'encaisser comme ce qu'on a eu dans les années 2000? Là on voit que même on était en moins 80% pour le Nasdaq, et quasiment plus de moins 85%, plus de moins 80% pour le Nasdaq dans les années 2000. Donc est-ce que vous êtes capable
d'encaisser ce genre de pertes? Ça, c'est vraiment des questions à vous poser parce que sinon, c'est même pas la peine, quoi. Sinon, je voulais parler de scénario et de finalement, pour ces 10, 15, 20 prochaines années, comment est-ce que je vois les choses? En fait, sur le très long terme, faut savoir que ces ETF, il y a vraiment aucun problème. Sur le très long terme, donc supérieur à 15, 20, 30 ans, etc., ce genre d'horizon de temps, franchement, il n'y a aucun problème. Moi, je suis très confiant vis-à-vis de la croissance à l'avenir. Par contre, pour ces 10 prochaines années, je pense que ça va être compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Alors, en tout cas, il y a un risque. Je sais pas si ça va être compliqué. En tout cas, il y a un risque qui est présent, qui est le risque de valorisation. Aujourd'hui, si vous voulez, on est à peu près, alors même si on n'est pas du tout dans le même cas que les années 2000, parce que dans les années 2000, on avait plein d'entreprises, les dot-com, etc., qui ne faisaient pas d'argent, et aujourd'hui, les entreprises font de l'argent. Les entreprises technologiques, même les entreprises du S&P 500 font de l'argent. On n'est pas du tout dans le cas d'une bulle comme dans les années 2000. Mais d'un autre côté, on est quand même sur des valorisations qui sont très fortes. Et il faut pas oublier que, en fait, historiquement, quand on était dans des valorisations, plus on était sur des valorisations qui sont fortes, plus le retour sur investissement des 10 prochaines années, donc pas 20, pas 30, etc., mais des 10 prochaines années, a été faible. Et là, on voit qu'en fait, donc là, c'est pour le coup, on est sur le S&P 500. Donc le S&P 500, donc au niveau de la, donc là c'est le S&P 500 equal weighted. Donc en gros le S&P 500 équipondéré. Donc là on n'est pas sur une pondération par capitalisation, mais sur une pondération qui est équipondérée. Tout simplement, toutes les entreprises ont la même pondération. Et sur l'axe des abscisses, on est sur la médiane du price to free, de price to cash flow. Et là on voit que plus le price to cash flow, donc en gros le ratio de valorisation par rapport au cash flow est élevé, plus eh bien on a en fait un rendement qui est faible. Et ça c'est logique en soi parce que plus on paye cher les entreprises, plus derrière on peut, si par exemple j'avais pris l'exemple de ça dans mon post LinkedIn, je crois. En gros, si on a un bénéfice qui fait x2 d'ici ces 10 prochaines années, donc un bénéfice qui fait x2 en 10 ans, c'est à peu près 7% par an de croissance annuelle composée. Donc, et ensuite, si on a par exemple, entre-temps, pendant ces 10 années, le ratio de valorisation qui est divisé par 2, eh bien, on revient au niveau 0. On revient au niveau 0 parce que les bénéfices ont doublé, mais le multiple des bénéfices qu'on paye pour avoir l'indice, pour avoir les entreprises de l'indice, eh bien, il a été divisé par 2. Donc ça veut dire que là, on a créé zéro, on a créé zéro au niveau de la richesse et on a fait zéro en termes de rentabilité. Donc c'est pour ça que c'est très important de jouer sur les deux composantes, à la fois le prix que vous payez et à la fois aussi finalement le rendement, on va dire, la croissance que vous allez avoir. Moi je crois personnellement qu'on va encore avoir de la croissance, mais derrière, si les multiples sont divisés par 2, on crée pas de richesse. Donc c'est ça en fait vraiment qu'il faut faire, la chose à laquelle il faut faire attention. Et aujourd'hui, on est sur des valorisations qui sont élevées. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention par rapport à ça. Et plus, étant donné que les valorisations elles sont élevées, c'est plus côté justement du secteur de la tech. Donc notamment, il faut faire attention au Nasdaq. Il faut faire attention aussi au S&P 500 parce que là pour le coup, on est vraiment très pondéré sur le secteur technologique. Et par contre, le MSCI World, on est moins pondéré sur le secteur technologique que le S&P 500 et surtout le Nasdaq. Mais en tout cas, le Nasdaq, à l'heure actuelle, même si à long terme il fait 14,8% par an, je trouve qu'aujourd'hui, en stock picking, j'ai beaucoup plus d'opportunités à aller chercher moi-même mes actions qui sont à un très bon prix et qui produisent énormément de valeur. Donc c'est pour ça que personnellement le Nasdaq aujourd'hui, je passe mon tour, mais en tout cas il faut vraiment être conscient de ça. Il faut jouer sur les deux composantes et il faut faire attention à justement ces deux composantes qui sont à la fois la croissance et surtout, s'il vous plaît, la valorisation, parce qu'on ne fait pas beaucoup, peu en parlent finalement, ça c'est ce que disait Charlie Munger, peu finalement font attention à la valorisation sur les marchés financiers. Les gens laissent, je crois qu'il disait ça, que en fait les gens ils laissent les choses gonfler jusqu'à ce que finalement ça éclate, mais il faut vraiment faire attention à ça en tant qu'investisseur, surtout aujourd'hui quand on atteint des valorisations qui sont très très élevées. Donc pour résumer, si vous avez un horizon de temps de 10 ans, attention. Voilà, faites attention par rapport à ça parce que vous payez cher par rapport à ce que vous avez. Par contre, si vous êtes sur un horizon de temps qui est supérieur à 15 ans, voire 20 ans, même un horizon de temps de 25 voire 30 ans, là, pour le coup, moi, il n'y a aucun souci, franchement. Mais tout dépend vraiment de votre horizon de temps. Donc faites attention si vous avez un horizon de temps qui est proche de 10 ans. Allez plutôt sur des entreprises qui sont plus value, c'est-à-dire qui se payent moins cher et sur lesquelles vous pouvez aussi avoir de la rentabilité, avoir de la croissance. Et c'est justement là qu'intervient un petit peu le stock picking. Donc si vous voulez aller plus loin, justement, nous, on vous accompagne par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à, si vous souhaitez vous faire accompagner dans la construction de votre portefeuille, n'hésitez pas à réserver un appel. Nous, on prendra le temps, 40-45 minutes. Et personnellement, je prends aussi quelques appels. J'en prends pas beaucoup, j'en prends de moins en moins en ce moment, mais n'hésitez vraiment pas, on vous accompagne, donc on verra ensemble, faire un audit de votre stratégie, de votre situation pour voir si on est capable concrètement de vous accompagner. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, c'est en description, et puis nous, on se dit à très vite.